Bonjour, bienvenue dans cette petite académie. Je suis Salvatore Manino, la maison du whisky, et je vous accueille au Golden Promise, le bar Salon Collectors, qui regroupe pas mal de bouteilles de légende. Et justement, ça tombe bien puisque c'est de légende qu'on va parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende américaine, un nom emblématique qui est très connu par tous les amateurs du Bourbon des quatre coins de la planète. Il s'agit de Pappy Van Winkle. Alors, on reviendra sur les whiskies un peu plus tard. Je vais vous parler d'abord de son histoire. Pappy, c'est en fait une légende à lui tout seul. Pappy Van Winkle, c'est un jeune homme qui, à la fin du 19e siècle, en 1893, est recruté par la maison Weller, qui est une maison, c'est un grossiste en fait, qui achète du whisky dans différentes distilleries et qui va le vendre sous ses étiquettes. Donc, le jeune Pappy Van Winkle, alors Pappy, c'est un surnom qui est arrivé après, hein, ce sont l'un de ses très bons amis qui lui a donné ce surnom, qui est resté au sein des associés, au sein de la famille. Donc le jeune Van Winkle débute en tant que vendeur, mais il grimpera vite les échelons, il sera secrétaire, trésorier et pour finir, finalement, une petite quarantaine d'années plus tard, président. Il sera président d'ailleurs jusqu'en 1964 où il prendra sa retraite à l'âge de 90 ans. Il décédera un an plus tard, mais il aura passé le flambeau à son fils Julian Van Winkle Junior. Hein, là, on est sur vraiment une génération qui se bâtit. Il faut savoir qu'à cette époque-là, dans le monde du Bourbon, des gens comme Weller et puis ensuite Stitzel, la famille Stitzel, qui sera d'ailleurs la distillerie emblématique auprès de laquelle la maison Weller va se fournir, et où Van Winkle donc deviendra ensuite le propriétaire, le président. Ce sont déjà des familles bien affirmé dans le monde de la distillation. On en est déjà à la deuxième, troisième génération. Pappy Van Winkle, lui, va créer une génération qui se poursuit d'ailleurs encore aujourd'hui. On arrive à la quatrième génération et c'est là son point fort. C'est une époque où il va se faire un nom alors que tous les noms sont déjà établis. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les années 30? Enfin, alors il y a la prohibition évidemment qui va s'en mêler, mais donc Weller se fournit principalement à la distillerie Stitzel. Ce sont des immigrés d'origine allemande donc qui l'ont fondé, hein, le père et les trois fils. Et le whisky était déjà reconnu de très très bonne qualité. Et en fait, Van Winkle, au gré de son ascension, va convaincre Weller de se rapprocher de plus en plus avec Stitzel et en fait de racheter la distillerie. Et d'ailleurs, la distillerie ensuite portera le nom de Stitzel Weller. Alors il faut savoir qu'une pratique courante de la part de ces vendeurs en gros était de pouvoir s'approprier la distillerie pendant une petite période. C'est-à-dire que par exemple, quand M. Weller décidait de faire embouteiller à la distillerie, de sélectionner les fûts et les faire embouteiller auprès de la distillerie, on mettait un petit écriteau dans la distillerie et du coup la distillerie s'appelait Weller Distillery. C'est pour ça que bien qu'il n'ait pas distillé lui-même, eh bien, il pouvait se prévaloir du nom de distillateur embouteilleur. Voilà, ça c'est pour la petite histoire, c'était une pratique courante. Et finalement, Van Winkle, lui, va convaincre les deux maisons de fusionner. Et puis, à partir de là, c'est vraiment... Alors déjà, le nom était emblématique, mais c'est vraiment l'ascension. Et pendant 40 ans, c'est-à-dire la distillerie donc, est rachetée en 1935, pendant près de 40 ans, le whisky qui sortira de Stitzel Weller sera vraiment au sommet au niveau des Bourbons. Alors, il faut savoir que en fait, ils vont racheter un nom, un label d'une vieille distillerie à l'issue de la Prohibition, donc là on est en 1933, qui s'appelle le Old Fitzgerald. Et le Old Fitzgerald, déjà dès la fin du 19e siècle, pour les amateurs de Bourbon, c'était ni plus ni moins que le meilleur Bourbon jamais réalisé. Donc, fort de cette étiquette, de ce label, et fort de la recette, c'est là que Van Winkle a vraiment le nez creux, c'est-à-dire que déjà chez Stitzel Weller, on faisait un Bourbon à partir de blé céréales majoritaires. Vous savez que le Bourbon, petit rappel, hein, comme ça, c'est pour l'appellation 51% minimum de maïs, auquel on va joindre une quantité dans la recette, ce qu'on appelle le mash bill, le seigle, et puis après
un peu d'orge maltais qui va aider à la fermentation. Mais là, en fait, Stitzel-Weller, lui, va passer plutôt à la formule blé, le wheat, donc wheated bourbon. Et puis en plus, on ne sera pas à 51% de maïs, mais on sera à 70% de maïs. Tout cela pour obtenir un whisky qui va être très rond, très délicat, et qui va consentir plus que les autres bourbons, un vieillissement beaucoup plus long, avec un profil, un développement aromatique beaucoup plus riche et un boisé moins marqué. Et Papy va vraiment se tenir à cette qualité sans concession. Il y a à l'entrée de la distillerie, alors je sais pas, je pense que la distillerie est fermée maintenant, c'est un lieu désert malheureusement, qui fait partie du patrimoine. Il y a une plaque, Papy avait installé une plaque qui était un peu son motto, sa devise, je vous le fais en anglais, c'est « We make fine bourbon, at a profit if we can, at a loss if we must, but still fine bourbon ». Et en fait, c'était « Nous faisons du bon bourbon, pour faire du profit si l'on peut, à perte si on le doit, mais on fait toujours du bon bourbon ». Et ça, c'est vraiment, ça annonce la couleur et la mentalité que Van Winkle va imposer à toute cette famille de la distillerie, car il considérera les moindres employés. Il faut savoir qu'au plus fort de sa gloire, Stitzel-Weller comptera plus de 220 employés. Ils vendront 800 000, ils produiront 800 000 caisses de whisky par an. Et en fait, ce n'étaient pas ses employés. Il pouvait, Van Winkle connaissait tous ses employés à tous les postes. Il se souciait de leur bien-être, de bien-être des familles. Et c'est quelqu'un qui force l'admiration. Et tous les employés se sont ont intégré cette distillerie, y compris les vendeurs et des marcheurs, non pas comme des employés, mais comme des membres de la famille. Et ça, c'était très très important. Donc, et puis il y avait autre chose que Papy Van Winkle détestait. Alors, il a connu cette période, c'était, on va dire, la période sombre, alors pré-prohibition, où le whisky, on faisait du bon whisky, mais souvent qu'on mélangeait à de l'alcool neutre, simplement pour doubler en volume. On donnait juste le minimum en quantité de bon whisky pour donner du goût, on rajoutait des colorants, voilà. Et lui, il a connu ça étant jeune parce que c'était une pratique qu'on faisait. Dès lors où il a eu les pleins pouvoirs, et surtout arrivé à Stitzel-Weller, qui eux faisaient déjà un bonbon de qualité, eh bien, terminé. On était dans la production, tout ce qui était embouteillé, c'était du vrai bourbon. Pas d'alcool neutre, pas de dilution, on n'intégrait pas les whiskies d'ailleurs, et d'ailleurs, pour lui, l'alcool neutre, c'était quelque chose qui appartenait aux chimistes. Et une autre pancarte qu'il a fait mettre à l'entrée de la salle de distillation, c'était ici, les scientifiques, les chimistes ne sont pas autorisés. No chemist allowed. This is a distillery. Et justement, c'était une distillerie, et encore une fois, pour bien asseoir ce credo, il disait, nous ici, c'est une distillerie, ce n'est pas une usine, une fabrique à whisky. Ça fait toute la différence. Donc, la distillerie est à son apogée. Papy est un personnage qui est connu à travers tous les États-Unis. Son fils, évidemment, intégrera, Julian Van Winkle Junior, numéro 2, intégrera la compagnie. Mais on va être à un tournant, et ce tournant c'est dans les années 70, en 1972 particulièrement. Déjà le Bourbon avait du plomb dans l'aile, les ventes de whisky à travers les États-Unis s'étaient baissées, on était déjà sur une nouvelle génération de consommateurs qui préféraient d'autres alcools. C'est un phénomène qu'on connaîtra en Écosse une décennie plus tard, hein, tout simplement, hein, et au Japon 20 ans après. Donc ça a commencé aux États-Unis. Et donc, ça commence à battre de l'aile. Et puis, on a ces gros empires, ces grosses maisons qui commencent à racheter toutes les petites maisons. Il faut savoir que Van Winkle, la distillerie Stitzel-Weller, est l'une des rares compagnies, on les compte sur les doigts peut-être d'une main, hein, à l'aube de ces années 70, qui appartiennent à une famille. Et ces petites compagnies vont devoir faire face à l'appétit toujours plus vorace des grosses compagnies. Et effectivement, elles ont plus d'argent, elles peuvent affronter la crise de manière beaucoup plus souple, et surtout, elles vont se diversifier sur d'autres alcools. Et Papy va faire de la résistance. Bon, elle était facile, vous me l'accorderez, mais il
va passer la main, donc je vais dire en 64, il va décéder en 65, et son fils, lui, va continuer, Julian, sur ce credo, mais en 1972, eh bien, le conseil d'administration et certains membres de sa famille, eux, sont pour la vente. C'est le seul moyen de sauver la distillerie, et Julian Van Winkle, en fait, Junior, va, bien qu'il ne voudra pas au début vendre, pour préserver l'unité familiale, il ne veut pas se fâcher avec le reste de sa famille, va accepter. Et en fait, la distillerie, donc la compagnie, le nom, va être vendu à une sous-branche qui est Somerset, qui en fait appartient encore une fois à l'un des empires de l'alcool. Et on autorisera Julian Van Winkle à avoir un bureau, à pouvoir puiser dans les stocks de Stitzel-Weller pour faire sa gamme de whisky, mais la distillerie, elle, appartient bien à un grand groupe dorénavant. Julian Junior va décéder en fait en 1981. C'était une force de la nature, hein. C'est un héros de la guerre. Il a survécu à une blessure à l'estomac qui était très très grave pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un grand sportif, un playboy en son temps. Mais en fait, il avait un cancer et donc en 81, malheureusement, il n'y survit pas. Entre-temps, Julian Van Winkle, numéro 3, va intégrer la compagnie. On est en 1977 et c'est lui qui va assurer la pérennité du nom. Sauf que, eh bien, on avait laissé à Julian Junior un bureau et de quoi se fournir en alcool. Cette clause du contrat ne sera pas reconduite avec l'héritier de la 3e génération. Et donc, Julian, numéro 3, va devoir se retirer. Il se retire. Alors, il faut savoir que, je fais un petit retour en arrière, excusez-moi, il faut savoir que Julian Junior, numéro 2, donc, j'espère que vous ne vous perdez pas, va racheter, une fois qu'il va être à son compte, des anciens labels, des anciennes marques, et une qui était très fameuse avant la prohibition, qui s'appelait Old Rip Van Winkle. On y reviendra plus tard. Quant à son fils, donc la 3e génération, eh bien lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va racheter une ancienne distillerie qui était fermée. Il va en faire ses bureaux. Il va l'utiliser la structure comme chaîne d'embouteillage et comme chai. Et lui aussi va acheter des whiskies alors en vrac à Stitzel-Weller. Il va en acheter dans d'autres distilleries pour continuer la pérennité familiale. Et de là, en fait, arrivera le nom qu'il déposera de Old Pappy Van Winkle, en fait, tout simplement en hommage à son grand-père. Et on le retrouvera souvent, d'ailleurs, sur les étiquettes des bouteilles. Et toujours avec ce credo en disant on doit être intègre, je fais du bon bourbon, je fais du bourbon âgé comme mon grand-père le faisait, parce qu'à l'époque le bourbon, en 2 ans c'était plié, pour la plupart des cas, 5-6 ans. Là on vous parle de whisky qui était au moins d'une dizaine d'années, et puis lui quand il va développer la marque Van Winkle, donc on va même aller jusqu'à 23 ans, ce qui est canonique. Pour vous donner une idée, 20 ans, 23 ans pour un bourbon, c'est comme si je vous parle d'un single malt écossais qui aurait une 50aine d'années. C'est vraiment très délicat à faire vieillir. Il faut éviter, parce que ça vieillit sous bois neuf, il faut éviter la surabondance de la porc boisé, et donc c'était vraiment un sacré défi. Et donc il va continuer comme ça, et en 1998, alors là, lors d'un salon, en fait une grande compétition, c'était le World Spirit Championship de Chicago, donc une sorte de championnat du monde, de grands salons. Le Pappy Van Winkle 20 ans, donc élaboré par Julian numéro 3, prend la note de dégustation de 99 sur 100. C'est-à-dire que jamais, à ce jour, un spiritueux avait pris une note aussi élevée. C'est, on va dire, le début d'une nouvelle légende, mais en fait la pérennité du nom Van Winkle qui s'inscrit bel et bien depuis pratiquement un siècle comme une légende américaine. Et en fait, le numéro 2, d'ailleurs, le deuxième whisky qui est primé en termes de points, sera le Old Rip Van Winkle 10 ans.
Donc voilà, la qualité est plus que jamais évidente, assurée, et à travers les États-Unis et aujourd'hui encore à travers le monde, tout le monde va se bousculer pour avoir une bouteille du précieux nectar. Il faut savoir une chose, c'est que depuis la création, depuis que Papy Van Winkle est devenu le directeur de Stitzel-Weller, il s'était mis en tête de ne jamais surdévelopper la production. Il voulait toujours créer la demande. Il dit, le cercle de clients, de gros clients, est restreint. On produit, mais on ne va pas aller à outrance et à l'abondance. Et aujourd'hui encore, ces bouteilles-là sont produites de quantité limitée. Alors évidemment, ce n'est plus réalisé, le whisky n'est plus distillé. En fait, dans la distillerie rachetée par Julian Van Winkle numéro 3, maintenant c'est passé aux mains de Buffalo Trace, alors Buffalo Trace qui appartient à l'Empire Sazerac, qui est une distillerie emblématique qui s'appelait Ancient Age auparavant. Et depuis 2002, donc, en fait, toute la production et l'embouteillage va se passer à Buffalo Trace en préservant la recette, le mash bill d'origine de Papy Van Winkle. La légende continue, la production est toujours très limitée, ce qui fait qu'aux États-Unis, le whisky est vendu à des marchands de vin, de spiritueux sous allocation. Les clients font la queue dès le matin quand ils savent que les Van Winkle vont arriver. C'est un tirage au sort. Alors, vous imaginez, si déjà c'est ultra limité aux États-Unis, eh bien, quand ça arrive outre-Atlantique, ici, c'est le même combat, voire pire. Voilà comment la légende s'est bâtie. Incontestablement, il n'y a pas de fumée sans feu. Le whisky est vraiment de qualité. Moi, j'ai eu la chance, ou peut-être la malchance, d'avoir commencé mes premiers bourbons, d'avoir goûté mes premiers bourbons par un Van Winkle. À l'époque, on en trouvait régulièrement, la maison du whisky en vendait. Et le problème, c'est ça, c'est que quand vous commencez par le haut du panier, eh bien, c'est très difficile de redescendre. Mais heureusement, d'autres bourbons sont très qualitatifs. Voilà donc pour la légende. Maintenant, on va passer aux embouteillages. Je vais vous présenter les embouteillages. Alors, le premier de cette série, de cette mini-académie, c'est le Old Rip Van Winkle 10 ans. Alors, Rip, c'est un prénom en fait. C'est un prénom d'origine néerlandaise. D'ailleurs, dans la famille Van Winkle, à partir de la deuxième génération, il y aura toujours un membre de la famille qui portera le prénom de Rip. Alors, ça s'adresse à un homme, à une femme. Le premier Rip Van Winkle, par exemple, c'était la fille de Papy Van Winkle. Et on voit sur l'étiquette un vieux monsieur avec une barbe et un fusil, une barbe blanche. Eh bien, c'est justement l'histoire de ce Old Rip Van Winkle. C'est un personnage d'un roman qui a été écrit en 1819 par l'auteur américain Irving Washington. Et l'histoire se tient, on est en pleine guerre d'indépendance en fait. Donc l'histoire tient aux alentours de 1770 si je ne me trompe pas. Et Rip Van Winkle, un jour de son village, part à la montagne avec son fusil sur les épaules. Alors, pour se promener, il avait peut-être un but, je ne connais pas toute l'histoire, et il avait peut-être un but en tête. Et puis en fait, arrivé en haut de la montagne, il croise des individus qui en fait sont des fantômes qui réapparaissent tous les 20 ans. Et ils lui font boire une liqueur. Il boit la liqueur et en fait, il s'assoupit. Il s'assoupit pour un sommeil qui durera 20 ans. Lorsque Rip Van Winkle va se réveiller, son fusil tombera en poussière et lui se verra affublé d'une grande barbe blanche. Voilà le personnage qu'on retrouve donc sur l'étiquette. Et quand il va redescendre dans le village, évidemment, il ne reconnaît plus personne. Et l'autre Rip Van Winkle dont on fait mention n'est autre que son fils. Voilà pour la petite histoire. Ici, on est sur un bourbon qui est embouteillé à 107 proof américain. On est sur... alors, c'est très facile. Les proof américains, il faut diviser par 2 pour avoir nos degrés. Donc, on est à 53,5 degrés. Alors, la bouteille n'a pas toujours été comme cela. Elle était plutôt trapue. Et c'est à partir de 2013 qu'elle va prendre sa forme allongée. Et là, donc, on est vraiment sur... alors, 107 proof,
Ça me fait penser à une autre anecdote. Van Winkle a toujours embouteillé ses whiskies, et le fameux Old Fitzgerald à 100 proof, 50 degrés. Il ne voulait jamais descendre avant. Et la petite histoire dit que, alors sur la fin de ses jours, évidemment, la santé, rappelons-le, il est mort à 91 ans et n'était pas toujours florissante, mais il avait le droit, son médecin l'autorisait à un verre de whisky. Alors en fait, c'était une mesure, 1 ounce, à peu près 1 centilitre, on va dire, toutes les, je crois, 2-3 heures, donc il avait droit à cela. Et puis dès lors où le médecin est passé à la consommation de 2 verres par jour, il semblerait que pour Papy, on ait monté le degré à 107. Voilà, ça c'est juste une petite histoire, une petite légende de plus. On ne sait pas si elle s'est avérée, si elle est avérée. On est là vraiment sur un très très joli bourbon. Moi j'adore ce côté très épicé, très riche. C'est vraiment superbe. C'est pas le bourbon. On voit bien l'importance du blé aussi. C'est quelque chose de très rond, très fin. Je vous rappelle que cette étiquette donc a été exhumée par Julian Van Winkle numéro 2. Hein. Le Old Van Winkle existait bien avant la prohibition déjà. C'était déjà un label de légende. Voilà. Ensuite, on va aller, vous goûterez, pardon, le Papy Van Winkle 20 ans. Voilà, hein, c'est celui qui a rayonné en 1998. Alors évidemment, on n'est plus sur ces mêmes cuvées-là, hein, bien sûr. Hein, là maintenant, là on était encore, nous sommes en 2022, on est sur les anciennes bouteilles, donc ça a été fabriqué, on n'était pas sur Buffalo Trace, hein, on était encore sur l'ancienne distillerie de Julian numéro 3. 20 ans, c'est canonique, je vous le disais, pour un bourbon, et c'est superbe. Moi, ça me rappelle les très vieux cognacs, on a vraiment la finesse, le rancio, un parfum, la violette, c'est juste superbe. Lui va être embouteillé à 90,4 proof, donc on est sur 45,2 et on voit sur l'étiquette le fameux Papy Van Winkle qui était un gros amateur de cigares. Hein. Bon, vous le savez aussi, bourbon et cigare, pour beaucoup, ça va bien se marier. C'est vraiment la bouteille emblématique. Et enfin, on va passer à quelque chose qui a été... alors là, Papy Van Winkle n'est en rien pour la création de cette recette. On est sur un rye whisky. Alors le rye whisky, on entend par là que la matière première, ça sera le seigle. On est à 51% minimum de seigle, et ensuite on va adjoindre donc du blé, du bailli ou du baïs, et puis du malt toujours. Le rye whisky, c'est un whisky qui va être plutôt sur le côté très épicé. Si je ne me trompe pas, ça a dû voir le jour à la fin des années 90, mais à confirmer. Et là aussi, ça a été moi mon premier rail, et encore une fois, quand vous commencez par le haut du panier, difficile d'en redescendre. J'espère que vous allez apprécier ces 3 bouteilles mythiques et légendaires de même manière que moi je les ai appréciées. J'espère que je ne suis pas trop ennuyé avec cette longue mais belle histoire. Bonne dégustation, à bientôt.